Mesdames et messieurs, bonjour. Madame la sénatrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence à notre colloque qui a été organisé par le professeur Troude, avec notre collaboration principale. Monsieur Troude, nous avons déjà collaboré avec la famille Troude à l'époque de géostratégie en 2000. Et dans ce cas-là, cette expérience, il nous a permis de commencer, activer, développer nos relations. Et selon sa proposition, nous avons choisi le thème de le Balkan. Et aujourd'hui, on va traiter les Balkans par les participants, des diplomates, des personnalités politiques, des scientifiques et des professeurs qui pourront intervenir au fur et à mesure. Et après, vous avez la possibilité d'intervenir. Puisque nous sommes déjà en ligne, direct, sur Zoom et notre Facebook, on ne voulait pas les punir longtemps, on va commencer tout de suite. Le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en 2014 et son intensification à partir de février 2022 ont mis en lumière des lignes de fracture géopolitique et géoculturelle qui traversent les Balkans depuis plusieurs siècles. Les Balkans ont été le théâtre d'expression et de manifestations constantes depuis la Première Guerre mondiale. Dès 1914 et durant toute la Grande Guerre, l'alliance indéfectible entre Royaume de Serbie et République française atteste de l'existence d'une ligne de partage forte et durable au sein même de l'espace balkanique entre pays associés à la triple entente d'un côté et ceux de la triple alliance de l'autre. C'est ainsi que l'espace balkanique sera, durant 4 ans, l'un des principaux terrains d'affrontement entre les grandes puissances. Ce front sud-est qui illustrait la ligne de fracture est-ouest traversant tous les Balkans, de Zagreb à Salonique et de Dubrovnik à Sofia, a été sous-médiatisé par la presse occidentale et tomba donc largement dans l'oubli chez le peuple d'Europe de l'Ouest. La période de l'entre-deux-guerres semble marquer un temps la mise en sommet de cette ligne de fracture. Mais la montée des tensions internationales à partir de 1936 et inévitable affrontement militaire entre forces de l'Axe et démocratie d'Europe occidentale se traduisent très rapidement par la réactivation de cette ligne de fracture géopolitique intra-européenne majeure.
Quand une guerre civile atroce se déclenche en 1939 dans la toute jeune Yougoslavie, entre puissances de l'Union soviétique, royalistes et partisans des systèmes fascistes, l'affrontement prend une ampleur de telle que les forces du Troisième Reich sont contraintes d'intervenir pour mater les forces rebelles et soutenir le gouvernement de Belgrade. C'est cette diversion qui permettra, selon certains historiens, le sauvetage de Moscou en novembre 1941 et le gel de l'avancée allemande, point de départ des actions de résistance soviétique qui conduiront finalement à la victoire de Stalingrad le 2 février 1943. Durant la guerre froide, la Yougoslavie, dirigée par Tito, échappera à la domination soviétique aussi bien qu'aux sirènes du capitalisme américain, se rangeant finalement dans le camp des non-alignés en 1955. Durant 30 ans, elle refusera ainsi alignement sur l'un des deux camps Est-Ouest. En 1991, le déclenchement de la première guerre de Yougoslavie marque le retour en force de la guerre conventionnelle sur le continent européen, mais ainsi le retour de la barbarie. En 1991 et en 1996, Croates et Serbes, Serbes et Bosniaques, Albanais de l'UCK et forces paramilitaires serbes de Kosovo vont s'affronter dans ces combats sans merci marqués par la commission d'un certain nombre de crimes de guerre, tels que des déplacements forcés de population, épuration ethnique, viol de masse, attentats aveugles, massacres, bombardements de civils, comme lors du siège de Sarajevo. La seconde guerre de Yougoslavie, en 1999, marque le point d'aboutissement de cette logique d'affrontement Est-Ouest. Les États-Unis et l'OTAN ont profité de l'affaiblissement temporaire de la Russie et de la paralysie relative de ses services de renseignement et de sécurité pour soustraire le Kosovo de la souveraineté serbe au terme d'une campagne de sanctions économiques et d'embargo sur la Serbie, doublée peu après d'une intense campagne de bombardement. La proclamation unilatérale par le camp occidental et indépendance de ce petit territoire considéré depuis toujours par les Serbes comme le berceau historique de leur culture et de leur nation a été vécu par les Serbes comme un authentique arrachement et par les Russes comme une humiliation de premier ordre. Pour la première fois, des décennies,
un État de fait est reconnu comme État de droit, unilatéralement par une partie de la communauté internationale, essentiellement l'Occident, au terme d'une intervention militaire montée de toutes pièces sur des bases idéologiques et de propagande hautement constables, sans aucune résolution des Nations Unies et en violation frontale des règles du droit international. Le traumatisme induit par ces décisions aura des conséquences extrêmement lourdes sur l'imaginaire des Serbes et plus généralement des Slaves du Sud. Il y aura un avant et un après. Du côté russe, ce traumatisme sera l'un des points d'ancrage de la mise en place de Vladimir Poutine à la tête du Kremlin le 31 décembre 1999 et sera indirectement à l'origine de la restauration de la verticale de pouvoir en Russie, méthodiquement réalisée par Vladimir Poutine et ses équipes dès les années 2000. Au plan religieux, il contribuera à ressouder une partie des populations de la confession orthodoxe à se rattacher à l'autorité de Moscou. Aussi, des solidarités nouvelles se manifestent à l'intérieur du monde orthodoxe, illustrées par le soutien russe à l'État grec après la crise grecque et à sa mise sous tutelle globale par FMI, ou encore par le soutien apporté 2 ans plus tard par les banques russes aux banques chypriotes menacées de banqueroute. De Kaliningrad à Odessa, de Think Valley à Astara, une véritable politique de résistance diplomatique et militaire sans concession et dès lors mise en place par les services de renseignement et de sécurité russes. De nouvelles stratégies sont mises en œuvre, de nouveaux moyens économiques, financiers, logistiques, médiatiques et culturels sont mis en place afin d'empêcher toute nouvelle avancée de l'OTAN vers l'Est. La création de l'Organisation du traité de sécurité collective en 2001 s'inscrit dans cette logique, comme les mesures prises par les services russes pour contrer les révolutions de couleur financées et appuyées par les conseillers néoconservateurs et démocrates américains, que ce soit à Tbilissi, Kiev, Astara ou Bishkek. Parallèlement, une politique de réinvestissement russe dans les Balkans prend corps. La Serbie est ainsi devenue un territoire d'investissement majeur pour les entreprises russes, second contributeur du pays en termes de prêts et de l'investissement direct étranger. La Chine n'est pas en reste. Elle considère les Balkans comme l'un des carrefours obligés de versants européens de ces nouvelles routes de la soie
et elle investit massivement dans les mines serbes. Ce programme colossal doit connecter physiquement la Chine au reste du monde par la construction et le contrôle stratégique d'infrastructures de transport. Ces investissements permettent à la Chine de prendre durablement pied dans les Balkans tout en disposant de solides moyens d'influence et instruments de pression dans les négociations en cours et à venir avec l'Union européenne. Une compétition géopolitique s'est donc mise en place depuis quelques années entre l'Union européenne d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre, pour rallier les autres États à leurs projets de développement et de partenariat respectifs. Dans cette logique, l'Union européenne accélère l'examen de cette candidature d'adhésion comme Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Macédonie du Nord ou intègre précipitamment certains États comme Croatie, bien plus pour couper l'arbre sous le pied des Russes et des Chinois en Europe de l'Est, que pour bâtir une entité politique et économique homogène et cohérente, puisqu'un élargissement massif et précipité de l'Union européenne en ferait certes un colosse géographique, mais économiquement très fragile, animé politiquement et diplomatiquement impuissant. Les valeurs de l'Union européenne sont donc géométrie variable, puisque l'absence de transparence, la présence de réseaux de corruption et de mafia internationale, comme en Albanie et au Monténégro, ou encore les traditions d'intimidation, voire d'élimination des opposants politiques, ne semblent plus constituer des motifs de rejet automatiquement des candidats à l'adhésion. L'exemple le plus frappant est l'Ukraine hier, encore incapable de satisfaire aux critères d'adhésion. Aujourd'hui, considéré comme presque membre de l'Union européenne. Une course contre la montre est ainsi engagée entre Est et Ouest pour l'acquisition des suffrages de ces territoires désormais considérés comme centraux. La Commission européenne dénonce régulièrement l'action chinoise dans les Balkans. Où en sont les Balkans aujourd'hui? La réponse à cette question n'a rien de simple et dépend de la définition que l'on donne des Balkans. L'expression Balkan est géographiquement équivoque et renverrait à la chaîne de montagnes dite du Grand Balkan, qui traverse la Bulgarie d'est en ouest. Elle n'est attestée qu'à partir du XIVe siècle. C'est en tenant compte de ces héritages anciens, ainsi lourds
douloureux que l'on pourra décrypter les enjeux de présent et discerner les voies possibles de l'avenir des Balkans dans le cadre de ces nouvelles confrontations Est-Ouest. Merci beaucoup de votre attention.